Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. C'était le sommet de tous les dangers et il a été salué par les marchés. L'accord a sauvé la monnaie unique, a assuré François Baroin, le ministre des Finances français. En résumé, il y a 3 volets, la recapitalisation des banques, le Fonds européen de stabilité financière dont la puissance de feu est démultipliée et sur la Grèce, un effacement de 50% de la dette détenue par les créanciers privés. Mon invité pour en parler est Pascal Lamy, directeur général de l'OMC. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Quelle est votre réaction à l'issue de ce sommet, Pascal Lamy? Est-ce un succès? C'est certainement une étape importante et un pas en avant à un moment où les choses étaient très incertaines. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Des décisions importantes ont été prises. Il reste à les mettre en œuvre. Ça n'est pas si simple. Et à franchir ce pas supplémentaire dans l'intégration économique dont on a vu que cette crise faisait une nécessité. On est dans une situation où nécessité fait loi. Il fallait le faire. Il faudra continuer vers davantage d'intégration économique et budgétaire au niveau européen. Alors avant de parler de la gouvernance sur la Grèce, ramenée à 120% du PIB d'ici 2020, et les créanciers privés acceptent un effacement de 50%. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il risque d'avoir tout de même un risque, est-ce qu'il y aurait un risque de contagion à d'autres pays en difficulté, comme l'Italie par exemple? Non, je crois que précisément l'objet est d'éviter cette contagion, de traiter le problème grec avec une médication qui, cette fois-ci, ne tue pas le patient. Donc je pense que c'est ça l'objectif. On verra si ceux qui détiennent de la dette grecque considèrent que maintenant, l'avenir de leur créance est suffisamment assuré. Et qu'ils ne doutent pas justement sur les autres, c'est ça le défi. Je crois que pour ce qui est des autres, c'est la puissance de feu du Fonds européen de stabilité qui compte au cas où leur dette serait attaquée. Alors sur le fonds, justement, européité financière, on n'en connaît pas encore tout à fait les contours. Il aura un effet de levier de 1 000 milliards d'euros. Vous qui connaissez bien les Chinois, puisqu'ils sont rentrés à l'OMC, il me semble qu'ils vont fêter leur 10e anniversaire le 12 décembre. Alors pensez-vous d'abord qu'ils pourraient être intéressés par une participation, d'une manière ou d'une autre, à ce fonds, enfin à ce qu'ils appellent le véhicule spécial qui serait rattaché au Fonds européen de stabilité financière? Oui, je pense que oui, je raisonne froidement, comme un financier le ferait. J'ai le montant de cash que les Chinois ont dans leurs réserves. J'ai besoin d'investir ce cash pour qu'il me rapporte quelque chose. J'ai déjà un gros paquet de ça en bons du Trésor américain, qui d'ailleurs ne me rapporte pas grand-chose. Je veux de la dette d'État. Plutôt que de prendre de la dette nationale européenne, je vais prendre de cette dette qui est mieux garantie, qui est celle que va émettre ce fonds de stabilité. Donc, si vous voulez, sur un raisonnement purement financier, et c'est comme ça que ça se passera, les Chinois ne vont jamais investir en Europe pour les beaux yeux de l'Europe. Pas des philanthropes, tout de même. Absolument. Donc, c'est comme ça que ça se passera, et je pense que ça a la tête d'une bonne dette. C'est la tête d'une bonne dette, mais alors que demanderait-il en contrepartie? Elle demandera un rendement adéquat. Encore une fois, je ne crois pas beaucoup à cette idée que je vais investir chez vous si vous êtes gentil avec moi. Je ne pense pas que ça marche comme ça. On peut le regretter, mais... ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Vous en savez quelque chose. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Non, mais est-ce que, par exemple, la Chine pourrait exhorter l'Union européenne de bénéficier d'un statut, qu'elle réclame d'ailleurs depuis un certain temps, un statut d'économie de marché? Oui, disons, j'ai lu tout ça dans la presse et chez vos confrères. C'est un point franchement microscopique. Le fait de savoir si la Chine a ou non le statut d'économie de marché n'a d'influence que dans les cas où il y a des procédures anti-dumping et où on doit calculer les prix de référence qui a déterminé si un pays vend un peu au-dessous du prix de revient ou non. Franchement, Et politiquement, ça a peut-être un poids plus important que cela. Politiquement, ça a peut-être un poids plus important. De toute façon, la Chine aura, d'après les accords à l'OMC, vis-à-vis de tout le monde, ce statut pour le calcul des droits anti-dumping en 2016. Je ne crois pas que ce soit une affaire majeure. Et encore une fois, je pense que les financiers, et les Chinois en ont comme tout le monde,
ne font pas ça sur des coups de cœur ou pour des raisons irrationnelles. Alors qu'est-ce que va perdre l'Europe? Par exemple, le député socialiste Michel Sapin dit que ça va mettre l'Europe en situation de faiblesse. C'est vrai qu'on peut se dire que peut-être que les Européens et les Américains pèseront moins dans la balance lorsqu'il s'agira de dire à la Chine de réévaluer le yuan. Voilà un positionnement politique qui risque d'être plus difficile pour les Européens. La Chine est en train de réévaluer sa monnaie. Tout le monde est d'accord sur le fait que la monnaie chinoise est sous-évaluée, y compris les Chinois. Simplement, ils veulent le faire à leur rythme. C'est vous qui le dites, hein. Ils veulent le faire à leur rythme, qui n'est pas forcément ce que les autres souhaitent. Ils ont, disent-ils, des faiblesses dans leur système financier qui nécessitent encore pour le moment que le marché du renminbi ou du yuan reste contrôlé, ce qui d'ailleurs, dans l'état actuel des choses, ne contredit pas des engagements qu'ils auraient pris à l'égard du Fonds monétaire international. Oui, tout le problème, c'est la réciprocité. Vous connaissez d'ailleurs très bien ce terme, et je pense que c'est ça qui peut effrayer peut-être un certain nombre d'Européens. Y aura-t-il réciprocité ? Oui, mais la réciprocité est un concept à géométrie variable. Il y a la réciprocité entre égaux, il y a des fidélités dans la réciprocité, par exemple entre les relations entre les pays développés et les pays en développement. Et je considère que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aux États-Unis et en Europe, la Chine est encore un pays en développement. Donc ce ne vous effraie pas, vous, que le fait que la Chine puisse justement intervenir dans cette problématique de la dette souveraine en Europe ? En tant que directeur général de l'OMC, j'ai vu les Européens, les Américains, les Japonais investir beaucoup dans les pays en développement. Ils se sont développés, ils sont devenus émergents. Il me paraît assez naturel qu'à leur tour, ils investissent dans les pays développés. Je crois penser que c'est infamant pour les pays développés que de voir des pays en développement investir chez eux, c'est ne pas très bien comprendre ce qui s'est passé dans ce monde depuis une vingtaine d'années. Alors vous avez dirigé le Crédit Lyonnais. Que pensez-vous du volet sur la recapitalisation des banques? Elles doivent supporter donc une perte évaluée à 100 € et en parallèle se recapitaliser. Pensez-vous que l'État français ou même des États européens devraient entrer dans le capital d'un certain nombre de banques, par exemple? Je pense que les banques privées doivent trouver du capital privé. C'est donc auprès de leurs actionnaires qu'elles doivent se tourner pour se recapitaliser dans la mesure où elles en ont besoin, et un certain nombre d'entre elles en ont besoin. Bon. Si ça ne marche pas, il faudra faire ce qui a été fait, notamment en 2008 ou en 2009, c'est-à-dire capitaliser les banques sur la base de fonds publics, soit en prenant une part de capital, soit en leur offrant de l'argent public qu'ils devront rembourser. Jusqu'à présent, à quelques très rares exceptions près, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les gouvernements qui ont mis de l'argent dans les banques au moment de la crise l'ont retrouvé avec un peu d'intérêt, sauf dans les cas où les banques se sont cassées la figure entre-temps. Il y a la menace du triple A depuis... On en a eu quelques exemples. Donc, si vous voulez, je pense que c'est assez simple. C'est d'abord aux banques de trouver du capital auprès des marchés, quand elles sont privées. Si ça ne se passe pas, et si ceci met en danger le fonctionnement du système financier, à ce moment-là, les pouvoirs publics doivent intervenir, avec évidemment les conditions et la rémunération qui va avec le risque. Alors sur la gouvernance européenne, vous le mentionnez un petit peu tout à l'heure, on voit bien tout de même que l'Allemagne a pris une sorte de leadership dans la zone euro, ne serait-ce que parce que la force de son économie est quand même très importante. Angela Merkel parlait devant le Bundestag et a parlé d'une mise sous tutelle de la Grèce et puis de contrepartie. Elle souhaite en fait une Europe vertueuse avec de vraies sanctions en cas de dépassement des déficits. Elle a même parlé d'ailleurs d'une saisine possible auprès de la Cour de justice européenne. Est-ce qu'on va justement se diriger un petit peu vers une Europe qui serait finalement façonnée par l'Allemagne? Pascal Lamy, vous qui connaissez très bien l'Union européenne. On se dirige vers une Europe où il y aura davantage de règles communes en matière budgétaire et fiscale. Bon. Un certain nombre d'entre nous, à commencer par Jacques Delors, à l'époque de la création de l'Union économique et monétaire, l'avait dit.
Il avait dit, en gros, à l'époque, cette union économique et monétaire, elle est très monétaire et pas très économique. Et par exemple, Jacques Delors voulait justement des eurobonds à l'époque. Or, les obligations européennes, l'Allemagne n'en veut pas. Ah non, attendez. L'Allemagne n'acceptera d'obligations européennes, et il faut se mettre à sa place, que du jour où il y aura de vraies disciplines européennes en matière budgétaire et fiscale. Et c'est normal. Mettez-vous à la place de l'Allemagne. On vous dit, vous mettez en commun votre souveraineté, votre espace économique, la qualité de votre économie, votre bas niveau d'inflation, avec des gens qui, peut-être, vont partir avec un morceau de ça. Non, vous allez dire, je suis d'accord pour davantage d'intégration européenne, à condition qu'on me donne les garanties de discipline nécessaires. Il va falloir qu'elle accepte tout de même une gouvernance économique plus importante. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Allemagne depuis 6 mois, ce qui est d'ailleurs très frappant. Vous voulez, ça faisait des années qu'on ne parlait plus en Allemagne d'un nouveau pas vers une intégration européenne plus fédérale. Donc vous êtes optimiste. Depuis 6 mois, ce débat est reparti en Allemagne. Je trouve d'ailleurs ça très... Et nous savons désormais que les Allemands sont prêts à un pas d'intégration européenne supplémentaire, à des conditions qui assurent que leur économie n'en sera pas détériorée ni endommagée. Après tout, peu d'inflation, pas trop de dettes, ça veut aussi dire peut-être pas de croissance. Et ça, c'est le problème. Une économie sociale de marché avec des syndicats plus purs, avec un système de sécurité sociale. C'est le modèle allemand, ça, parce qu'elle l'a mis. Mais ce modèle ne marche pas si mal. Oui, mais ne marche-t-il pas qu'en Allemagne? Ça, c'est le problème. Merci beaucoup. En tout cas, on va conclure. Merci d'avoir été l'invité de l'économie. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.